Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, cette semaine je vous retrouve en compagnie d'une invitée. Ça faisait longtemps que j'avais pas invité quelqu'un sur le podcast et j'ai eu le plaisir cette semaine d'échanger avec Léa de l'Étincelle Business. Elle est formatrice et business mentor pour entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc c'était la personne parfaite pour répondre à la question: est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ou entrepreneuse? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont tentés par l'aventure entrepreneuriale, ont envie de se lancer à leur compte ou même peut-être en freelance. Et je sais que beaucoup aussi se demandent si ils ou elles vont y arriver, vont en être capables, vont être à la hauteur, s'ils ont ce qu'il faut, entre guillemets, pour devenir entrepreneur. Est-ce que je vais avoir les compétences? Est-ce que je vais avoir le bon mindset? Bref, est-ce que je suis un bon fit pour réussir dans cette voie de l'entrepreneuriat? Donc aujourd'hui, j'ai invité Léa pour venir éclaircir tout ça. Léa nous a dressé un portrait non édulcoré de l'entrepreneuriat et elle a partagé sans filtre les obstacles que les entrepreneurs rencontrent, les prérequis aussi qu'il faut avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat et bien sûr plein de conseils. Je vous laisse avec l'épisode. Hello Léa, bienvenue sur J'ai peur donc j'y vais. Salut Steph, merci de m'avoir de m'accueillir sur ton podcast. Et ben merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de personnes, c'est celui de l'entrepreneuriat. Est-ce que, avant toute chose, tu peux en dire un peu plus sur toi aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas? Alors moi je m'appelle Léa, je suis formatrice et coach business. C'est un gros mot, coach business. Business, ça fait toujours un peu peur, mais on est justement là pour parler de tout ça et puis le rendre un petit peu plus humain, ce mot business. Moi je suis spécialisée dans le marketing et la communication. Aujourd'hui j'accompagne et je forme des entrepreneurs, entrepreneuses principalement. C'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes, mais je suis pas contre l'idée d'accompagner des hommes. Je les aide vraiment à acquérir toutes ces clés, tous les outils pour pouvoir entreprendre de façon plus sereine et puis développer surtout des business qui soient rentables, où elles puissent vraiment vivre de leur activité sans se perdre, en restant alignées à leurs valeurs et en retrouvant du sens dans leur vie professionnelle. Super. La première question que j'ai pour toi, c'est à quoi ça ressemble, même si je sais que c'est différent pour chacun et chacune, mais à quoi ressemble généralement le quotidien d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse? Ça consiste en quoi le quotidien d'une personne qui travaille à son compte? Je dirais que ça va vraiment, vraiment dépendre de la place du projet entrepreneurial dans son quotidien. On va pouvoir parler de side business quand une personne a une activité entrepreneuriale qui est complémentaire à un job salarié. Donc forcément, c'est pas la même chose que si on est sur un projet à 100. C'est un petit peu comme si on allait mener une sorte de double vie parce qu'on a, la journée, de travail, classique en tant que salarié, puis une fois que celle-ci est terminée, on a une sorte de deuxième journée qui va être liée à ce side business qui va commencer. Le fait d'être en side business, forcément, on n'aura pas le même quotidien que si on est entrepreneur à temps plein. C'est vrai que ça va vraiment occasionner une sorte de charge de travail complémentaire qui peut être hyper importante. Mais c'est vrai que l'avantage quand on est en side business, c'est qu'on va conserver son job et notamment, son salaire tous les mois. Donc on va être moins stressé en général. On va vraiment prendre tout le temps nécessaire pour mettre en place toutes les actions que l'on a, que l'on souhaite, toutes les actions que l'on a en tête pour développer son activité. Pour le coup, je pense que toutes les personnes qui auraient envie d'entreprendre et qui ont peur de manquer d'argent, parce que ça, c'est vraiment une peur et on pourra y revenir, qui est souvent, récurrente chez les personnes qui, n'osent pas encore ou qui se posent la question, de se mettre à leur compte, qui peuvent vraiment, du coup, avoir ce blocage d'être dans cet état de manque. L'option side business, elle peut être intéressante pour ces personnes-là. Même si c'est de façon temporaire, ça peut juste être sur quelques mois, sur 1 an, histoire de tester leur idée et analyser les retours pour ajuster les offres et puis éventuellement développer leur communication. Donc le quotidien d'une personne qui a un side business, qui a une activité complémentaire, on va dire que c'est un quotidien chargé en termes d'heures de travail, mais un peu moins stressant parce qu'on a vraiment du temps et aucune ou peu de pression financière.
Ouais, tout à fait, mais c'est un compromis. Il y a plus de sécurité financière parce qu'on garde un salaire à côté, mais ça veut dire aussi qu'on avance moins vite parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de travailler plusieurs heures après son job salarié, peut-être en termes d'énergie, peut-être parce que, il y a une famille, des enfants à gérer. Donc ça veut aussi dire pour certaines personnes de faire des tout petits pas chaque jour et avancer potentiellement moins vite, mais effectivement avec plus de sécurité. Ça demande de gérer l'impatience, l'envie d'aller vite, gérer aussi la comparaison parce que parfois on peut se comparer avec des personnes qui sont à 100% sur leur business et qui du coup avancent beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est je pense important de faire preuve de patience quand on choisit un side business. Mais c'est une super option pour se lancer sans risque dans l'entrepreneuriat. On n'en parle même pas assez. Je trouve que c'est vraiment une option, qui permet de, tester, d'ajuster parce que même avec la meilleure stratégie du monde, même avec la meilleure analyse préalable du monde, quand on se lance même à 100, en fait, il y a rien qui est fixé, il y a rien qui est scellé, vraiment, à jamais. On va vraiment se retrouver confronté à un marché qui est en constante évolution et du coup, je trouve ça chouette d'être en side business parce que ça permet vraiment d'avoir du temps pour améliorer son business, pour améliorer son concept. Et justement, quand la charge de travail devient trop importante, quand on commence à sentir qu'on on se presse comme un petit citron et ça devient trop dur, et bien c'est là où on se dit: «OK, j'ai peut-être la possibilité, de façon un petit peu plus, raisonnée» entre guillemets, de sortir du monde salarial. Alors peut-être pas à 100 et on en reparlera, il y a plein d'options possibles pour, sortir du monde salarial et du coup en sécurité, en ayant vraiment cette sécurité financière de se mettre à son compte. Mais le side business, ça peut être aussi une option temporaire ou ça peut être une option qui va très bien, tout au long de la vie. En fait, il y a pas, selon moi, il y a pas, je deviens chef d'entreprise, alors forcément je me mets à 100 là-dedans. Non, aujourd'hui, on est dans un monde où tout est possible et ça, c'est extraordinaire. Et alors pour les personnes qui se lancent à 100% dans leur business? Si on est dans le cadre d'un projet entrepreneurial à 100, je dirais qu'on va rentrer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que les journées, elles vont être dédiées qu'à la création et ou au développement de son projet. C'est vrai que, on a plus de temps, plus d'énergie. On va vraiment pouvoir avoir un côté, s oui 100 dédié, une, un temps presque illimité, il y a plus de contraintes, horaires. On va pouvoir travailler autant qu'on le souhaite. Attention, là je mets le petit «holà» tout de suite, c'est aussi là, qu'à la fois ça peut être challengeant et en même temps il peut y avoir vraiment l'effet qui se coule de: «Je travaille trop» et je me retrouve, à la limite d'un burn-out. Même en étant entrepreneur, ça peut complètement arriver, d'accord? Ça, c'est important aussi, d'en parler. Quand on est entrepreneur à 100, on se retrouve avec des journées qui, sont complètement différentes les unes des autres parce qu'on va se retrouver à la tête d'une sorte de on va être complètement multicasquette. On va avoir, à la fois, la nécessité d'aller, créer, mettre en place des projets, suivre des projets en cours, s'occuper de la compta, de la communication, aller développer son réseau, notamment au début, quand on commence à se lancer, où il y a tout à faire. Donc c'est vrai que quand on se lance à 100, on peut se retrouver face à un monde très vaste, avec énormément de choses à mettre en place. On va, avoir ce côté, peut-être même pression qui peut arriver parce que, on a l'impression de se dire, «OK, maintenant j'ai plus ou peu de filet de sécurité, d'accord? J'ai 100 de mon temps qui est dédié à ce projet entrepreneurial. Il faut absolument que chaque minute», ça c'est vraiment le travers, c'est chaque minute doit être productive et en fait, ça peut être vraiment, oppressant, ça peut être stressant au quotidien. Donc c'est aussi comment on va, prendre vraiment se donner du temps pour soi, prendre du temps pour soi. Ne pas s'oublier en tant que chef d'entreprise, ne pas oublier qu'on est finalement le seul et unique moteur de son concept et de son business. Le quotidien d'un entrepreneur, c'est, de la liberté, c'est de l'indépendance, mais c'est clairement, voilà, une sorte de multicasquette où il faut pas non plus minimiser ça, hein. Clairement, c'est important. Quand on devient entrepreneur à 100, aujourd'hui, il y a quand même une sorte de pression aussi liée à l'argent, puisque ça reste le nerf de la guerre aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés. Et c'est vrai que, même s'il y a, la possibilité d'avoir, des indemnités, même si on a la possibilité, de pouvoir percevoir une sorte de rémunération pour au moins payer ses charges perso, loyer, factures et cetera, c'est pas éternel. Donc c'est vrai qu'on va rentrer dans une sorte de logique un peu de course contre la montre, à l'inverse d'un side business où on a quand même beaucoup plus de temps
en fait tout le temps qu'on veut d'ailleurs pour développer, son business. Là, on va plutôt rentrer dans une logique où, OK, je me laisse un temps défini, où on m'impose, par l'intermédiaire de la fin de ces indemnités, un temps défini. Donc il va falloir vraiment que je me mette à 100 dans ce projet entrepreneurial. Tu as raison de souligner l'importance de prendre soin de soi et notamment pendant cette période de création d'entreprise ou en tout cas de démarrage parce que c'est souvent une période qui est intense et on oublie souvent que on est notre business. Quand on est solopreneur notamment, notre business c'est nous. Si on flanche, il y a tout qui flanche. Donc c'est super important de faire des pauses, de se ménager et c'est pas évident. Moi, ça a été un vrai apprentissage que d'apprendre à ralentir, à faire des pauses, à me ménager tout simplement parce que c'est tellement stimulant, ça peut être tellement intense que c'est difficile de s'arrêter et pourtant c'est ultra nécessaire. Ah mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et je trouve ça important aussi que les entrepreneurs parlent de leurs débuts aussi, parlent des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Moi, c'est vrai que dans cet épisode de podcast, je pourrais dire à tout le monde: «Allez entreprendre, c'est extraordinaire». Clairement, je suis convaincue que c'est une voie professionnelle qui mérite d'avoir sa place, mais presque dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que, je suis convaincue qu'aujourd'hui dans l'éducation nationale, on devrait avoir plus de sensibilisation quant à l'entrepreneuriat. Maintenant, je suis pas là pour dire c'est un monde merveilleux. Je suis vraiment là pour parler de la vérité vraie. C'est quoi être entrepreneur aujourd'hui? Et c'est vrai que quand tu me poses cette question du quotidien, j'ai vraiment envie de dire, voilà, tout ce qui peut se passer, parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on peut se retrouver face à un monde tellement vaste. Surtout, on a cette indépendance, cette liberté, on devient complètement le seul et unique pilote de l'avion. Donc, on peut avoir cette sorte d'envie, profonde de tout faire soi-même, d'être à fond, à fond, à fond et de totalement s'oublier. Je pense que même si on essaye j'ai l'impression de parler comme une vieille à ce moment-là, mais même si on essaye, par, retour d'expérience de sensibiliser les nouveaux entrepreneurs, je crois que ça reste quand même une case, incontournable. La seule chose, c'est essayons de sensibiliser pour éviter d'aller trop loin dans ce pressage de citron, heu, parce qu'il faut l'expérimenter et il faut découvrir ses propres limites. C'est vrai que d'une façon générale, je dirais que quand on entreprend, les journées, elles se ressemblent jamais. Il y a souvent, on entend souvent dire: «Ouais, mais quand tu es à ton compte, de toute façon, tu compteras pas tes heures». C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et ça peut faire peur, hein, en vrai. Moi, je dirais que c'est pas tant, en fait, qu'on raisonne en termes d'heures, c'est juste qu'en fait, comme tu l'as dit, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle disparaît, en fait, petit à petit. On n'a plus du tout l'impression de travailler puisqu'on retrouve de l'énergie, on se sent pleinement utile dans son projet. On n'a plus vraiment envie de s'arrêter de travailler, parce que c'est pas du travail à proprement parler. Totalement et c'est un peu le piège. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à traquer mes heures que je travaillais beaucoup plus que ce que je pensais. J'avais pas l'impression de travailler tant que ça et en fait, si en termes d'heures, c'était quand même conséquent et justement, j'ai décidé de compter mes heures et de travailler moins une fois que voilà, au bout de ça fait plusieurs années maintenant que ça roule. Donc il est temps de plus faire des horaires de malade, d'arrêter de travailler le week-end, toutes ces choses-là. Mais je trouve ça super chouette le message que tu transmets parce que c'est important de le dire et de faire un peu de prévention pour, parce que c'est normal d'explorer ses limites quand on se lance dans un projet, mais c'est important aussi d'avoir conscience qu'il faut se poser soi-même des limites parce que comme on est notre propre patron, personne d'autre ne le fera. Mais exactement, c'est vrai que, l'entrepreneuriat, c'est vraiment se retrouver confronté, à soi, à la solitude et on en reparlera parce que je trouve que ça fait partie des plus gros défis, cet aspect solitude, cet aspect indépendance et autonomie où il y a forcément, bah, OK, maintenant c'est de moi à moi que ça se joue et c'est comment je vais pas devenir ma pire patronne, mais au contraire, je vais devenir mon meilleur manager. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'un quotidien d'entrepreneur, c'est pas fixé dans le marbre, comme on le dit, les journées, elles se ressemblent jamais, les semaines ne se ressemblent pas, les mois ne se ressemblent pas et plus on avance dans le développement de son activité, plus les choses se stabilisent et plus on a cette opportunité de s'écouter, de plus aller à l'encontre de son propre rythme. Moi, depuis que je suis à mon compte, j'expérimente beaucoup de choses et notamment, depuis peu, j'expérimente, par exemple, le suivi de mon cycle menstruel. En tant que femme, on peut vraiment, vivre des variations énormes dans notre cycle et quand on est dans un monde salarié où, ce qu'on attend, c'est de la constance et de la performance, honnêtement, c'est très dur de se respecter en tant qu'être humain. C'est très dur de respecter son corps et de respecter justement ces variations hormonales.
Depuis que je suis à mon compte, je me laisse l'opportunité de le vivre. Alors, il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, maintenant que je connais mon cycle, j'adorerais pouvoir toujours, dans le meilleur des mondes, m'organiser pour respecter mon cycle. D'accord? Ça, c'est la théorie et dans la pratique, c'est que, clairement, même si je reste ma propre patronne, j'ai quand même des clients, j'ai quand même un objectif à atteindre, des actions à mettre en place qui ne respectent pas toujours mon cycle menstruel. Mais je trouve que j'ai vraiment plus d'opportunités de m'écouter et de me respecter que quand j'étais salariée. Merci mille fois de parler de ce sujet parce que je le vois avec mes clientes notamment, mais les femmes en général, et je me mets dedans, il y a quelques années c'était mon cas, j'avais pas du tout conscience de l'impact de mon cycle menstruel sur ma vie, sur mon travail, sur ma motivation, sur ma créativité. Et personnellement, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à travailler à mon compte, de voir que selon le moment du mois, il y avait des moments où j'étais vachement créative, où j'avais plein d'idées, et d'autres moments pas du tout. Il y avait des jours où j'avais zéro motivation, et c'est vrai qu'au début, je prenais pas ça en compte. J'avais prévu quelque chose, un peu comme dans mon job salarié à l'époque. S'il y avait quelque chose de planifié, je le faisais. Et avec le temps, j'ai appris à comprendre ce cycle-là, à comprendre l'impact que ça peut avoir sur ma motivation, sur mon travail en fait de manière générale et à m'adapter au maximum. Alors comme tu l'as dit, c'est pas toujours possible, mais si ça l'est, j'essaye d'adapter et de planifier certaines tâches stratégiquement à des moments qui sont les plus propices en fonction de mon cycle et franchement, ça fait du bien. Et moi, il y a vraiment un ouvrage, si je peux me permettre de le partager, qui a du coup changé ma vision justement qui m'a beaucoup aidée, qui m'a en tout cas, on va dire introduit au cycle menstruel. Ça s'appelle «Kiffe ton cycle» de Gaëlle Baldassari. C'est un ouvrage qui est simple. Moi, j'ai jamais eu un esprit scientifique, mais en l'occurrence, ce bouquin-là, ce livre-là, il aborde de façon quand même, très, scientifique, hein, les cycles, hein. C'est pas, qu'un bouquin, on n'est pas dans la spiritualité, hein, on est vraiment dans le cycle menstruel, heu, dans l'humain, hein, enfin vraiment dans le cycle menstruel, dans la compréhension déjà du cycle menstruel d'un point de vue physique et ensuite c'est comment ça devient mon meilleur coach quoi. Comment ça devient mon coach de poche, mon cycle menstruel. Donc je conseille à toutes ces personnes qui sont intéressées, justement par la compréhension de son propre cycle, de lire cet ouvrage de Gaëlle Baldassari. Génial, je mettrai la référence dans la description de cet épisode. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des défis, des obstacles. On a dit qu'on parlait vrai, alors quels sont, selon toi, les principaux défis, les principaux challenges auxquels sont confrontés les entrepreneurs et si tu as aussi des tips à nous partager pour les surmonter? Alors déjà, je dirais que quand on se lance, le principal défi, ça va être vraiment de s'y retrouver parmi tous les organismes. Je comprends pas, je trouve ça vraiment dingue qu'il y ait rien de réellement centralisé. Alors depuis peu, depuis, le début de l'année, 2023, il y a le guichet unique désormais, mais n'empêche quand même que c'est pas très clair, quoi. On sait jamais trop, il y a l'URSSAF, on nous parle des impôts, est-ce qu'il faut prendre un comptable, oui ou non, en fonction des différents statuts juridiques? On commence à nous parler de micro-entreprises, mais pas que, d'EI, de URL, de SASU, enfin là, je trouve que c'est dommage d'ailleurs parce que je pense qu'on perd bon nombre de potentiels incroyables entrepreneurs qui auraient des super projets, qui pourraient monter des super business, juste parce que c'est trop flou et que c'est vraiment le bazar, quoi. On peut vite vraiment se sentir perdu. C'est vrai, on pourrait se dire: «Mais ça y est, en fait, je suis prêt ou je suis prête», mais là, je sais pas du tout par quoi commencer et on manque d'informations et de fluidité dans les informations pour les entrepreneurs. C'est vrai qu'on sait pas vraiment par quoi commencer parce que on n'a pas été, éduqués dans ce sens. On n'a pas, eu de formation. En général, quand on devient entrepreneur, on est complètement autodidacte. Pourtant, je crois qu'il y a pas un seul métier qui est plus complet que d'être entrepreneur, clairement. Quand on choisit d'entreprendre, il y a pas de mode d'emploi. On va se créer soi-même ou presque soi-même, parce qu'on peut vraiment faire le choix aussi de se faire accompagner, mais on va créer globalement son propre chemin, sa propre stratégie et c'est vraiment selon moi cet obstacle, qui peut en effrayer plus d'un, c'est de se dire: «OK, mais en fait moi je sais pas du tout, quelle étape mettre en place les unes après les autres». Je connais pas la logique, je ne sais pas par quoi commencer et du coup on se retrouve aussi avec des personnes qui se lancent un peu tout feu tout flamme, pensant avoir la meilleure idée du monde et je comprends,
parce qu'en général, ce sont leurs bébés, quoi, leurs projets entrepreneuriaux, mais qui vont du coup faire les choses complètement à l'envers, qui sont tellement convaincus que leur idée est la meilleure, qu'ils vont se lancer sur un marché. Ils vont même pas avoir étudié qui est leur client de cœur ou ce que j'appelle un client de cœur, c'est tout simplement un client cible, hein, qui est le client final. Et puis ils vont se dire: «OK, mais en fait, je suis tellement convaincu que mon idée est bonne, que mes produits sont bons ou que mes services sont bons, que ça suffira. Je vais me faire un petit logo qui va bien et que je trouve joli et puis je me lance comme ça». OK, pour certains ça marche, hein, clairement, mais ça reste quand même des cas exceptionnels. C'est vrai que, prendre le temps, on va dire, de se créer son propre mode d'emploi, déjà comprendre partir de qui l'on est, comprendre, quel est son marché, qui est son client pour construire petit à petit un business model et construire ensuite une stratégie de communication, c'est vraiment mettre tout en œuvre pour bien se préparer. Je sais pas, c'est un peu comme si moi demain, bon je suis pas très sportive, mais si j'ai envie d'aller courir un marathon, j'irai pas m'inscrire comme ça et puis aller courir un marathon direct. Je vais prendre le temps de comprendre mon corps, je vais prendre le temps de m'entraîner, de préparer aussi mon mindset, hein, de préparer mon mental et en fait, je dirais que c'est un peu pareil quand on entreprend. Donc, on va dire que l'un des principaux obstacles, au-delà même du grand, flou artistique, que peut être, le mode d'emploi de l'entrepreneuriat, c'est aussi de vraiment bien se préparer, de prendre le temps de, comprendre que quand on intègre un marché, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a vraiment du monde. Même si je dis tout le temps qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est aussi prendre conscience que ton idée, elle est incroyable, c'est sûr, mais il va falloir que tu lui donnes matière, justement à être incroyable, à être connu et reconnu et à se démarquer d'un marché où, en général, il y a déjà du monde. C'est intéressant ce profil que tu décris parce que moi en coaching, je rencontre un petit peu le profil inverse, c'est-à-dire des personnes qui peut-être manquent un petit peu de confiance en elles, sont peut-être anxieuses, un petit peu perfectionnistes et du coup à l'inverse, elles vont se surpréparer, elles vont vouloir faire tout parfaitement avant de se lancer, avant de mettre en place des actions et parfois perdre des opportunités aussi ou du coup, prendre beaucoup trop de temps pour démarrer et vont être un petit peu, voilà, bloquées dans cette phase de préparation où il faut que le logo il soit parfait, il faut que le site internet il soit parfait, il faut qu'elles aient créé un Instagram, un podcast, et cetera. Et du coup, c'est un petit peu l'inverse du tout feu tout flamme que tu décris. Mais j'ai une de mes phrases préférées. Après, il y a pas de hasard dans la vie. C'est: «Mieux vaut fait que parfait», clairement. Hem, Prendre le temps de structurer sa stratégie, vraiment prendre le temps, se faire accompagner, se faire former, on en reparlera, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement pour ces personnes qui ont peur, c'est de comprendre un petit peu, mais d'où viennent les peurs? Quels sont les blocages et quelles actions on peut mettre en place pour les dépasser? Comment ces peurs, elles deviennent un mini moteur interne et comment justement elles vont nous pousser à aller beaucoup plus loin? Évidemment, ce travail-là, il peut pas se faire seul ou il peut, mais en tout cas, ça va être très énergivore et fastidieux. Donc quand on entreprend, pour surmonter les obstacles et quels qu'ils soient, parce que je me suis lancée trop vite ou parce que à l'inverse, j'ai peur de me lancer, quoi qu'il en soit, la réponse, c'est l'humain, c'est les autres, c'est le fait de bien s'entourer, c'est le fait d'aller chercher chez des personnes les compétences qu'on n'a pas ou de se faire former pour développer et compléter son champ de compétences. Hem Pour moi, la peur, le blocage ou la peur à se lancer, c'est tout à fait normal et légitime. Heu, Quand on entreprend, je veux dire, et qu'on investit notamment son argent personnel dans une société, on n'achète pas une paire de chaussures, quoi. Donc pour moi, c'est important, de sensibiliser les personnes quant au fait de prendre le temps et en même temps, à un moment donné, bah, quand faut y aller, quoi. Mieux vaut fait que parfait. C'est aussi de se dire: «Maintenant que j'ai pris le temps de structurer au moins des fondations solides, j'ai au moins une esquisse plus, dessinée, plus aboutie, plus détaillée de mon business model, je comprends mon marché et ben je vais aller tester mes hypothèses, observer, analyser, puis ajuster en permanence». Quand je me suis lancée, le nom de ma société, c'était LS Business Coach. C'est plus le nom aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ça s'appelle l'étincelle de l'idée à l'action. Pourquoi je vous partage ça? Parce que quand je me suis lancée, j'avais pas d'idée de nom. Pourtant, on pourrait se dire: «Mais waouh, heu, la nana, elle accompagne des gens en stratégie de com ou en stratégie marketing, mais comment c'est possible qu'elle ait pas d'idée de nom?» Parce que trouver un nom qui résonne et qui est aligné, ça peut prendre du temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis quand même lancée. J'ai mis les initiales, hein, le LS, mes initiales, business coach.
mon titre et je me suis dit: «Bah, pour le moment, ça ira bien comme ça». J'aurais pu me bloquer, j'aurais pu me dire: «Non mais attends, pour une coach business, si j'ai pas un nom qui dépote, si j'ai pas un nom qui est incroyable, qui a vraiment un côté, qui fait sourire ou qui marque les gens, alors je peux pas me lancer». Bah non, en fait, j'avais pas d'idée incroyable à ce moment-là, j'ai mis mes initiales, j'ai mis mon titre, LS Business Coach, ça faisait le taf, je me suis lancée. Au bout de quelques mois, j'ai eu cette idée de l'étincelle qui est arrivée. Si je m'étais jamais lancée, j'aurais certainement jamais eu l'idée de l'étincelle, j'aurais certainement, je serais surtout pas du tout en train d'enregistrer cet épisode de podcast avec toi. Hem, donc mieux vaut fait que parfait. On se lance, on étudie les choses, on prend le temps, mais ensuite on se lance et on fait et on expérimente et on analyse. Ça me parle énormément ce que tu partages et j'ai eu un peu le même processus avec mes offres et un peu avec tout dans mon business. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre, qu'on peut découvrir, auxquelles on peut penser qu'une fois qu'on est dedans. Et donc l'expérimentation, c'est super, super important et d'y aller par petits pas. C'est tout à fait ça. C'est impossible d'ailleurs de voir en fait le haut de la montagne si on va pas au moins au premier refuge parce que la randonnée, elle va être beaucoup trop longue et éprouvante. Donc c'est vraiment prendre le temps de poser ce que j'appelle moi des fondations qui soient les plus solides possibles parce que, se créer une sorte de début de randonnée, une sorte d'itinéraire avec des checkpoints, c'est super et ensuite c'est d'expérimenter et puis si besoin, bah, de changer de chemin parce qu'il y en a certains qui sont trop inconfortables et c'est ça et c'est aussi le faire, en étant bien entouré, bien accompagné. Parfois, prendre un peu de recul aussi sur une situation, sur un projet qui a été lancé, savoir l'analyser aussi avec un regard stratégique, c'est difficile donc se faire accompagner et se faire, parfois coacher ou se faire former ou rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, c'est important. Ça me fait rebondir sur on va dire un dernier obstacle que je voulais mentionner et qui me semble important, c'est, l'obstacle, je dirais que c'est vraiment la solitude. Quand on se lance à 100, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un cas de figure où du coup on est en side business, où on n'a pas conservé son job salarié, donc il y a moins de relations sociales avec il y a plus de collègues, il y a plus les petits cafés du matin, le lundi: «Ah, tu fait quoi de ton week-end et tout?» Bah, on peut vite se sentir seul. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on se lance, on n'a pas les moyens, de se payer un coworking. Moi, c'est vrai que je l'ai expérimenté clairement au début de mon activité. Je travaillais depuis chez moi tout le temps et ça a fini par être hyper difficile. Je me suis vraiment retrouvée confrontée à cette part de moi, qui en fait avait vraiment pas l'habitude d'ailleurs, hein, de se côtoyer. Moi, de moi à moi, on se côtoyait vraiment pas beaucoup. En général, j'étais toujours stimulée, par des rencontres, par les collègues et par les interactions, sociales que je pouvais avoir au quotidien. C'est marrant que tu partages ça parce que moi, c'est vraiment l'inverse. Je pensais avant de me lancer que quand je serai à mon compte, j'irai travailler dans un chouette coworking, etc. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'adore être seule. Pourtant, je suis une personne vachement extravertie. J'adore être avec des gens, etc. Mais dans mon travail, au quotidien, j'adore être dans ma bulle. J'adore faire mes trucs par moi-même. Après, il y a quand même des moments dans la semaine où j'échange avec des personnes comme toi ou d'autres entrepreneurs, justement pour voilà, avoir comme des collègues, on va dire, mais quand même, j'aime bien passer le plus clair de mon temps dans mon cocon, tranquille, au calme. Alors ça a un petit peu changé depuis cette année puisque mon partenaire maintenant travaille aussi à la maison, donc on est deux, même si on se parle quasiment pas de la journée quand on travaille, mais néanmoins, moi du coup, ouais, le coworking ou travailler dans des cafés ou travailler à l'extérieur, j'en ressens pas franchement le besoin. Et je trouve ça génial que tu nous partages ça parce que ça montre justement cette polyvalence de personnalité d'entrepreneur. Il y a pas, quand on dit la question c'est: «Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur?» Bah, je trouve que là, on en a un exemple parfait. Même si on a des personnalités différentes, pourtant on est toutes les 2 chefs d'entreprise et on s'épanouit de façon totalement différente au quotidien dans nos activités, mais parce qu'on se respecte encore une fois. On cherche vraiment à se respecter. Alors là, en l'occurrence, moi, sur ma première année, je me suis pas trop respectée parce que financièrement, en tout cas sur les premiers mois, j'avais vraiment pas les moyens de prendre un coworking. Donc, c'est vrai que je vous le partage, avec, grand plaisir. Je vais vous donner quelques petits tips pour justement, ben, sans aller péter votre budget, pouvoir vous permettre de sortir de chez vous. Moi, très rapidement, je me suis challengée à m'organiser 1 à 2 petits cafés par mois avec des entrepreneuses, soit au local, soit carrément en distanciel via des visios. Comment je faisais? C'est que des personnes qui m'inspiraient un peu sur les réseaux, je leur envoyais un petit message en leur proposant, une petite demi-heure pour apprendre à les connaître. Les personnes sont même super contentes qu'on ait pu oser faire ce premier pas et puis je trouve que c'est aussi un bon moyen de se tester au développement de réseau qui est très important.
Donc ça déjà, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à rentrer en interaction et de vous organiser des temps, petit café, en visio ou en présentiel avec d'autres entrepreneurs. Carrément. Est-ce que tu as un autre tips contre la solitude? Un des tips que je trouve assez, pertinent, c'est, de bosser en dehors de chez vous, si vous en ressentez le besoin. Alors les coworking, ça a un vrai coût, mais par contre, vous pouvez aussi trouver des cafés dans lesquels, les propriétaires, les patrons acceptent de vous donner leur, wifi. Alors évidemment, on évite de consommer un café à 1,50 € sur toute la journée. Il faut aussi jouer le jeu. Eux-mêmes sont des propres entrepreneurs, donc soyez solidaires. Mais trouver des cafés ou, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais les, halls, d'accueil dans les hôtels, c'est pareil, souvent les cadres sont incroyables et ils acceptent qu'on vienne y travailler, en général. Donc c'est pareil, plutôt privilégier, de passer un petit coup de fil avant d'y aller, mais ça permet aussi de sortir de chez soi et de pouvoir potentiellement rencontrer d'autres personnes ou en tout cas qu'il y ait de la vie autour de soi si vous êtes dans ce type de tempérament, en tout cas dans un tempérament un peu comme le mien où on a besoin quand même, de pas être tout seul chez soi, quoi. Une autre option qui est gratuite, qui plus est, c'est la bibliothèque. Ah c'est vrai, j'avais jamais pensé, aller dans une bibliothèque. En tout cas, tout ça pour vous dire que parmi tout ce qu'on a déjà dit sur cet épisode de podcast, je pense que ce qui ressort le plus, c'est que évidemment vous pouvez tous être entrepreneurs, mais qu'à partir du moment où vous allez n plus subir, mais juste agir, en fait, vous êtes vraiment votre propre moteur et il y aura des situations difficiles, c'est vrai, on va pas dépeindre qu'un portrait très édulcoré de l'entrepreneuriat. C'est un monde extraordinaire, mais il y aura des obstacles et en fait, vous êtes la seule personne qui peut vous les surmonter parce que mais pas toute seule. C'est pas l'idée de se dire: «Bon, je suis elle m'a dit que j'étais la seule personne qui pouvait surmonter ces obstacles, alors il faut que coûte que j'y arrive. En fait, non, c'est aussi prendre conscience de ce que vous arriverez à faire seul et de ce sur quoi il va vraiment falloir vous faire accompagner. Et oui, pas toujours évident de demander de l'aide, et aussi sur le plan financier bien sûr, mais c'est super important. Alors j'ai une question pour toi maintenant, c'est est-ce que il y a des prérequis, disons, pour réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, je dirais oui, qu'il y a des prérequis parce qu'il y a une sorte de si je peux essayer de répondre à cette question avec un chemin le plus, clair et limpide possible, je dirais déjà que tout commence par une idée. Donc il y a un prérequis, c'est l'idée. Ça peut être lié soit à ses compétences professionnelles actuelles et qu'on n'a plus envie d'être dans un profil salarié, qu'on a envie de faire son métier en tant qu'indépendant, en tant que freelance, ça c'est possible. Ça sert à rien d'avoir, une idée révolutionnaire si au final vous aimez votre job aujourd'hui, mais que vous sentez que votre place, elle est peut-être plus dans l'indépendance et dans le freelance. L'idée, elle peut aussi venir parce que vous rencontrez un problème au quotidien et que vous n'avez pas trouvé de solution viable et que vous vous dites: en fait, non mais je vais la créer cette solution. Il faut je suis sûre que vous vous êtes tous déjà dit: «Il faudrait créer ceci» ou «Il faudrait que quelqu'un crée cela» et pourquoi c'est pas vous la personne qui crée cette solution, en fait? C'est vraiment, analyser, repartir du quotidien, c'est souvent là qu'on a les meilleures idées et ça peut aussi être dans le cadre d'une reconversion professionnelle. On peut envisager de changer de métier, mais aussi d'en profiter pour se lancer. Donc déjà, pour moi, le premier prérequis, c'est l'idée. Une fois qu'on a son idée, il va falloir prendre du temps pour étudier. C'est pas se lancer, comme on le disait tout à l'heure, de but en blanc et foncer. C'est vraiment prendre le temps de créer la stratégie marketing. Pareil, le marketing, c'est comme le business. C'est des mots qui peuvent faire peur. Mais sortez de l'anglicisme, sortez de ce côté, oh là là, c'est un terme trop technique. Juste le marketing, ça veut dire analyser. Ça veut dire prendre le temps de comprendre votre marché, de comprendre qui sont vos clients, de comprendre leurs attentes. Construire des offres, fixer des prix, c'est quand même des sacrées compétences. Pourtant, c'est quand même les compétences qui sont des prérequis quand on devient entrepreneur. Quand on est multicasquette, qu'on se lance à son compte, qu'on n'a pas l'argent pour embaucher, pouvoir sous-traiter, et puis, «déléguer» entre guillemets toutes ces compétences et qu'on est au démarrage de l'activité, bien souvent, il faut quand même savoir «tout faire» entre guillemets. Donc c'est pas hésiter à se dire: «OK, par rapport à toutes ces compétences qui vont m'être nécessaires, savoir communiquer, savoir, se vendre, savoir, maîtriser peut-être au moins la base sur Excel. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas encore faire?» Et parmi les compétences que je ne sais pas encore faire, soit je me forme, soit je m'entoure, soit j'ai la possibilité de déléguer. Donc c'est vraiment prendre le temps de voir où est sa zone de génie, comme je l'appelle souvent, et quelles sont les éventuelles, lacunes, voire même les zones de peur et de blocage que je peux, contourner au travers d'actions ou de sous-traitance ou de formation.
Une fois qu'on a une idée précise de sa stratégie marketing, eh ben, on va pouvoir répondre à cette question de la situation financière, qui est, selon moi, un prérequis. Savoir si on est en capacité ou non de financer ce projet d'entreprise. Si le risque est trop élevé, à ce moment-là, si le prérequis financier, on n'arrive pas à le valider, parce que voilà, ça coûte trop cher, trop d'investissement au départ, ou que aujourd'hui vous avez besoin de sécurité financière, je dirais qu'il y a deux possibilités. La première, c'est soit de reporter votre projet, d'économiser un maximum, ça c'est possible, pour être prêt à se lancer. La deuxième possibilité, ce serait de créer cette fameuse activité de side business. On en parlait au début de l'épisode, ce serait de conserver votre job salarié, conserver son salaire et de prendre le temps de développer petit à petit son idée jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement en vivre à 100%. Si on se rend compte que le prérequis financier, tac, super, on peut le cocher, on peut le valider, on a la possibilité d'investir parce que les charges sont pas très élevées ou que tout simplement on avait assez d'argent de côté pour investir dans sa société, alors je vous dirais pas de vous lancer tout de suite, tête baissée, c'est juste de prendre un temps pour sécuriser ou en tout cas vous renseigner, des indemnités ou des subventions auxquelles vous aurez le droit. Il existe plein de choses donc encore une fois, prendre le temps préalablement de se renseigner, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour minimiser l'impact de l'entrepreneuriat sur votre vie financière, votre vie, perso au quotidien, quoi. Enfin, parmi les derniers prérequis, je dirais le temps disponible. C'est vrai que j'entends beaucoup de clientes qui me disent: «Mais moi, je veux me mettre à mon compte pour mieux gérer mon temps, mais en fait, j'ai peur de me retrouver esclave de mon activité». Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Avant d'avoir de la souplesse, parce que c'est quand même l'objectif de tout entrepreneur, de gérer son temps, de pouvoir, être vraiment indépendant, de respecter son rythme. On parlait des cycles menstruels tout à l'heure et cetera. On va quand même pas se mentir, on passe par une phase de création qui nécessite un réel investissement en termes de temps de travail et d'énergie. Pour arriver rapidement à un business stable, il va quand même falloir un petit peu, voilà, se retrousser les manches pour être, politiquement correct et puis, vraiment aller, donner de l'énergie et donner de son temps. Donc parmi les prérequis, il y a ce temps disponible parce que si on se met à 100 ça va être aussi prendre conscience qu'il va falloir se retrousser les manches. Mais si on a peu de temps disponible, si on n'a pas la possibilité, il y a aussi cette option side business dont on a parlé au tout début de l'épisode. Enfin, pour terminer, je dirais que oui, tout le monde peut être entrepreneur, même si certains disent: «J'ai pas l'esprit d'un entrepreneur». Il y a une sorte de croyance autour du mindset, où il faut absolument être, cet entrepreneur, dragon, requin, être vraiment le leader par excellence. C'est complètement faux, en tout cas selon moi, là, c'est vraiment, mon point de vue que je vous partage. Selon moi, chaque personnalité, chaque histoire, chaque idée peut donner vie à une entreprise. Le tout, c'est vraiment de mesurer son champ de compétences, sa zone de génie et de se former justement pour compenser ses lacunes. Par exemple, je sais pas, vous manquez, d'outils pour piloter votre com, formez-vous ou, sous-traitez auprès d'une community manager. Vous avez du mal à pitcher, vous vous sentez pas à l'aise dans un pitch public, vous savez pas du tout comment présenter votre activité, faites-vous accompagner, coacher, formez-vous au pitch. Vous avez besoin de développer votre estime de vous-même, faites-vous coacher. Enfin, c'est vraiment p avoir cette idée de tout le monde peut entreprendre et justement, heureusement que tout le monde peut entreprendre, sinon on se retrouverait avec un monde business qui continuerait d'être drivé que par des requins en costard cravate. C'est justement ça, cette idée d'humaniser ce monde business. Autorisez-vous, même si vous n'avez pas l'âme d'un leader à entreprendre. Merci, c'est super important de partager ça parce qu'effectivement, on a cette image de l'entrepreneur, chef d'entreprise avec des salariés, qui a une âme de leader, alors qu'en fait, il y a plein de manières d'entreprendre et que c'est la beauté de l'entrepreneuriat que de créer un business à notre image qui correspond à nos aspirations, à notre fonctionnement. On peut être solopreneur, travailler tout seul, on peut avoir un business avec 1, 2, 10, 100 salariés. Tout dépend de nos aspirations et bien sûr, ça peut évoluer. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est une belle occasion d'oser être soi. C'est exactement le message que je voulais faire passer, il y a ce mindset simplement de l'indépendance et de l'autorisation. Oser être soi. C'est ça, être entrepreneur. C'est pas être un leader, c'est pas être un requin, c'est pas, être, le roi d'Excel, c'est pas ça être entrepreneur. D'accord? Ça, c'est des compétences, notamment sur Excel, voire même un trait de personnalité quand on est leader, à proprement parler. Mais c'est pas ça être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est oser concrétiser ses idées en action.
tout simplement. Autorisez-vous, gardez ce trait de personnalité qui fait que vous êtes différente des autres et que naturellement, vous allez pouvoir vous démarquer sur votre marché. C'est tellement ça. Et en parlant là, en t'écoutant, je me dis quand même qu'il y a peut-être une qualité qui est peut-être importante de posséder lorsque on est entrepreneur, c'est la curiosité. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine curiosité, en tout cas une envie d'apprendre, parce que l'entrepreneuriat, ça veut aussi dire apprendre de nouvelles compétences. Au quotidien, on fait plein de choses différentes, notamment au début. Et puis, il faut se renouveler, il faut observer le monde autour de nous. Et donc je pense que ça demande quand même une certaine curiosité ou en tout cas une envie d'apprendre, d'évoluer. Après, je pense que tout le reste, la gestion du stress, la prise de parole en public, les compétences techniques, tout ça, ça s'apprend. Et je pense que c'est super stimulant quand justement on est curieux et on aime apprendre. Je suis tout à fait d'accord et je crois que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez l'ensemble des entrepreneurs. Je pense que c'est vraiment cette, curiosité, cette connexion à sa créativité aussi interne, qui fait qu'on s'émancipe et qu'on donne du sens à sa vie professionnelle et c'est je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui on ne permette pas quelque part dès le plus jeune âge aux personnes d'envisager la voie entrepreneuriale comme une voie professionnelle à part entière parce que ça pourrait vraiment permettre aux personnes de donner du sens, de vivre pleinement leur vie professionnelle. On passe tellement de temps de sa vie au travail que autant qu'on kiffe au quotidien de se lever chaque matin et qu'on puisse aussi agir parce que c'est aussi ça que permet l'entrepreneuriat, je trouve. Ça vous permet aussi de donner du sens à ce pourquoi vous êtes vraiment ici, en fait. Et même si on changera pas le monde, vous pouvez quand même vraiment avoir votre impact, au moins pour les personnes qui seront vos clients et qui rencontreront, votre chemin dans leur vie, quoi. Merci Léa pour ce beau message qui, je pense, va inspirer plus d'une personne. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors déjà, vous pouvez me retrouver, sur mon podcast puisque, j'ai lancé un podcast qui s'appelle «L'étincelle», qui est disponible sur toutes les plateformes, d'écoute et ensuite vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, c'est l'étincelle-du-bas business où vous avez, pas mal d'informations, je donne pas mal de contenu, je partage mon quotidien et enfin sur mon site internet pour, éventuellement peut-être rejoindre, une formation ou en tout cas, rejoindre ma communauté et venir papoter avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Super, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Merci Léa. Merci Steph pour l'invitation, c'était un super moment. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre Léa et moi je vous retrouve jeudi dans 2 semaines. Ciao!